Le duel des éditorialistes avec vous, Rokhaya Diallo, bonsoir, du magazine Regard, et avec vous, Raphaël Steinville, du magazine Valeurs Actuelles, bonsoir. Bonsoir. Et on va commencer en parlant éco. Xavier Niel, le patron de Free, fait une offre de rachat du 4e opérateur mobile aux États-Unis. Il en propose 15 milliards de dollars. Quelle est votre réaction? Vous êtes fier? C'est la mondialisation dans le bon sens? Rokhaya Diallo. En tout cas, ça va dans le sens de la stratégie d'Iliad, puisqu'il veut racheter T-Mobile, qui est une compagnie qui pratique des coûts très peu élevés, qui est en concurrence un peu brutale, en défiant en fait les coûts de la téléphonie sur le marché domestique américain. Donc ça correspond un peu à ce qu'a fait Free jusqu'ici sur la téléphonie, sur Internet. Donc après, est-ce qu'il y a un motif de fierté? C'est vrai que moi, le registre guerrier m'indispose toujours un petit peu. Donc effectivement, le tweet de Fleur Pellerin qui parle d'une conquête des États-Unis, sachant en plus que c'est un pays dont la conquête n'a pas été très glorieuse, puisqu'elle correspond quand même à... Le voilà, le tweet de Fleur Pellerin, secrétaire d'État au commerce extérieur. Pour les États-Unis, je ne sais pas si c'est le vocabulaire le plus approprié. Après, effectivement, s'il y a des entrepreneurs français qui parviennent à s'en sortir de cette manière-là, c'est une bonne chose. Mais Là où je voulais vous emmener, c'est plutôt sur le terrain de la mondialisation à deux sens. C'est-à-dire qu'on tremble quand un étranger veut nous racheter une entreprise, mais on oublie qu'on en rachète nous aussi. C'est vrai, et puis ce tweet de Fleur Pellerin n'est pas sans rappeler, puisque le gouvernement s'empare de cette annonce de Xavier Niel pour faire cocorico, n'est pas sans rappeler un autre tweet resté célèbre, qui était celui d'Arnaud Montebourg, qui dénonçait justement la destruction des emplois dans les télécoms à force de pratiquer une politique de low cost. Donc il faudrait savoir et s'entendre au gouvernement pour savoir quelle est la ligne officielle. Non, si on Fleur Pellerin qui a quitté Bercy se rabiboche avec Xavier Niel. Mais ce qui est vrai, c'est que et même si on ne peut pas présupposer du devenir de cette offre, c'est toujours compliqué, long. Xavier Niel a quelque chose d'assez génial, et surtout c'est un patron qui a réussi, qui a séduit la gauche. Alors est-ce qu'il a séduit la gauche parce qu'il est propriétaire du Monde? Je ne sais pas, mais le fait est que il a développé un certain nombre d'initiatives. On se souvient il y a encore quelques semaines de cette pépinière de start-up qu'il a mis en œuvre. Et donc on est à la fois sur un libéralisme conquérant et en même temps un souci de développer les plus petites structures. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de critiquer Xavier Niel et cette offre de rachat. En tout cas, ce qu'on peut mettre à son crédit du point de vue des consommateurs, notamment français, c'est qu'il a cassé cette entente qu'il y avait entre les gros opérateurs de téléphonie qui consistait à maintenir des coûts de téléphone très élevés en permettant aux petits budgets d'accéder au téléphone et en montrant que finalement les coûts ne correspondaient pas à une réalité du marché. Donc si effectivement ça contribue à cette baisse de coûts pour le bénéfice du consommateur, je pense que c'est plutôt pas une mauvaise chose. Allez, le sondage IFOP, on l'a vu dans le journal d'Alice Darfeuille, sondage IFOP pour Marianne. On découvre que François Hollande, comme Manuel Valls, serait balayée au premier tour de la présidentielle si elle avait lieu le week-end prochain. C'est important. Marine Le Pen, avec 26% d'intention de vote, devancerait Nicolas Sarkozy, 25%. Qu'est-ce qui pousse Marine Le Pen en tête de ce sondage? Qu'est-ce qui pousse Marine Le Pen en ce moment? D'abord, ce qu'on peut dire à la lecture de ce sondage, c'est que c'est une sorte de réplique des dernières élections, et notamment du scrutin européen. Pourquoi aujourd'hui Marine Le Pen est si haute? Sauf que sur le scrutin européen, on avait dit c'est l'Europe, du coup, l'électeur se lâche, entre guillemets. Oui, mais là, on est à 3 ans, donc de là... Ça ne porte pas à conséquence. Mais ce qui est vrai, c'est que quasiment tous les ténors de la classe politique s'accordent en privé ou de manière quasiment publique, on l'a vu avec Hervé Morin aujourd'hui, à considérer que Marine Le Pen aujourd'hui est quasiment qualifiée d'office pour le second tour de la présidentielle. Pourquoi? Parce que la situation politique, l'économie du pays est absolument désastreuse, que les promesses de François Hollande ne sont pas tenues, qu'il y a une crise sociétale, une crise identitaire. Tout ça favorise la montée du Front National. Moi, il y a quelque chose qui
qui, pour le président et pour François Hollande, finalement, est assez rassurant. C'est que il faut se souvenir que il y a encore quelques semaines, beaucoup à gauche militaient pour une primaire, militaient pour éventuellement qu'Emmanuel Valls ou un Arnaud Montebourg puissent se porter candidat et à l'occasion d'une primaire. Aujourd'hui, à la lecture de ce sondage, finalement, d'une certaine manière, François Hollande doit être rassuré parce qu'il est le seul aujourd'hui, encore à gauche, à pouvoir concurrencer soit Nicolas Sarkozy, soit Marine Le Pen, et le seul aujourd'hui à espérer encore pouvoir se qualifier. Il n'y en a aucun qui fait mieux que lui. Mais voilà. Manuel Valls est à égalité. Manuel Valls, ça vous étonne qu'il ne passe pas? Il bénéficie d'une cote de popularité qui est nettement supérieure à celle du président de la République. Oui, mais il appartient tout de même à un gouvernement qui n'est pas capable de répondre vraisemblablement aux attentes des Français. Et c'est vrai que si on se place du point de vue des électeurs de droite, eh bien, ils sont toujours à droite. Et ceux de gauche sont nécessairement déçus par la politique de François Hollande, qui n'a pas tenu les promesses d'inflexion de la politique, notamment économique, et qui n'a pas parvenu finalement à entamer les promesses de réforme sociale aussi auxquelles ils étaient engagés lors de l'élection présidentielle. Et le succès de Marine Le Pen, c'est d'incarner, même si on peut discuter la réalité de cette incarnation, mais en tout cas d'incarner quelque chose de différent et de nouveau. Il faut rappeler que Marine Le Pen est beaucoup plus jeune que ses politiques. C'est vrai qu'à droite, on nous parle, quand on parle pas de Sarkozy, on nous parle d'Alain Juppé, on nous parle de François Fillon, des gens qui sont dans le paysage quand même depuis un certain temps et qui peuvent effectivement donner le sentiment que la classe politique ne se renouvelle pas. Donc Marine Le Pen incarne ce renouvellement, et aujourd'hui, les protagonistes des deux partis politiques ont trempé dans des affaires qui ne sont pas des affaires honorables et qui donnent, qui alimentent en tout cas auprès des électeurs ce sentiment du tous pourri. Donc c'est de ça qu'elle bénéficie, c'est qu'elle n'a pas été confrontée à l'épreuve du... condamnation. Moi je crois que c'est moins. Mais moins les affaires. Le sentiment est là. Le sentiment est là. Il y a des mises en examen. Il y a quand même Cahuzac, c'est avéré. Nicolas Sarkozy a été mis en examen. Il y a des choses. C'est moins les affaires aujourd'hui qui profitent à Marine Le Pen que l'échec successif de la droite puis de la gauche à réformer le pays, à retrouver le plein emploi. Voilà, il y a d'abord ces grandes constances, ces grandes promesses jamais tenues qui font qu'aujourd'hui, puisqu'elle n'a jamais été encore aux manettes, il y a encore peut-être pour certains cet espoir qu'elle peut incarner une politique différente. Parce que justement, elle n'a jamais été aux manettes. Donc si la gauche veut remonter, elle doit faire appel à Martine Aubry, qui a l'air de peut-être gratter du sabot un peu avant de revenir. Là, elle a envie de... pouvait commencer par être de gauche, ça pourrait être pas mal pour... Martine Aubry non, la gauche, la gauche qui se... Enfin, parce que les électeurs de gauche, je pense qu'aujourd'hui, ne retrouvent pas un certain nombre des valeurs pour lesquelles ils ont porté François Hollande, qui a annoncé un changement, qui a annoncé que la finance était son ennemi, et qui finalement compose bien avec une politique qu'il dénonçait auparavant. Donc, la population de gauche a quand même une tentation très très forte de se diriger vers l'abstention, et les gens de droite, a priori, ont plutôt envie de continuer à soutenir les candidats de l'UMP. Le problème, c'est que les électeurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, et peut-être d'abord de gauche, n'ont pas, je pense, et beaucoup rejoignent cette analyse, porté au pouvoir François Hollande sur ses promesses de changement, mais peut-être davantage sur un rejet d'un président, de Nicolas Sarkozy, qui a clivé, cristallisé beaucoup de haine, d'opposition, et voilà. Donc il y a un grand malentendu dans l'élection de François Hollande. J'aimerais vous entendre également sur Gaza. Le nombre de morts palestiniens continue d'augmenter. Israël poursuit ses bombardements contre le Hamas. Aujourd'hui, Éric Cantona a lancé un appel vidéo, appel à lire la lettre d'Edoui Plenel sur son site Mediapart. Regardez Cantona. Monsieur le Président, cher François Hollande, si cela n'est pas encore fait, je vous invite vivement, expressément, à lire la lettre d'Edoui Plenel sur le site Mediapart qui vous est adressée. Si vous aussi, comme moi, avez été sensible à cette lettre, faites-la circuler, faites-la partager. Filmez-vous pour demander au président François Hollande de la lire expressément. Cette lettre de Mediapart fait 8 pages. Elle fait 8 pages. Le patron Edoui Plenel accuse François Hollande d'être comme Guy Mollet à l'époque de la guerre d'Algérie, complètement aveugle face à la situation du monde. Et Plenel de lister 7 erreurs que le président aurait commises, notamment une atteinte à la liberté de manifester. Mais le fond de la critique, c'est d'être, pour résumer, pro-Israël. Je vous pose la question, François Hollande est pro-Israël au détriment des Palestiniens ?
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'abord une sorte de diplomatie brouillonne. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu, et je pense que et Louis Plenel fait d'abord référence à ça, à ce communiqué où François Hollande se contentait de demander à Israël de faire preuve de retenue. Et on apprend d'ailleurs aujourd'hui dans le Nouvel Obs que ce communiqué a été publié juste après une discussion par téléphone avec Benjamin Netanyahou. C'est difficile de faire preuve de retenue, effectivement, quand il y a des enfants qui sont tués. Effectivement, c'est compliqué. Et puis surtout, c'est une sorte de trahison à l'égard de la politique et de la diplomatie française qui a essayé d'être toujours sur un fil. Ce communiqué restera un marqueur, c'est ce que vous pensez? Je pense. Rokhaya Diallo. En fait, on ne peut pas avoir une politique équilibrée dans une situation qui est déséquilibrée. Il faut rappeler qu'Israël est un pays qui dispose d'institutions, qui dispose d'une des armées les plus puissantes du monde et qui ne combat pas aujourd'hui le Hamas, mais qui combat les Palestiniens. Parce que la plupart des gens qui sont morts sous les armes israéliennes sont des civils. Il y a eu plus d'enfants morts que de combattants du Hamas. Donc on est dans une disproportion, dans un combat qui n'en est pas un, puisque d'un côté on a un pays qui n'a pas d'identité politique en tant que pays, et de l'autre côté un pays qui est très structuré. Donc le fait de prendre parti pour Israël, c'est de se rendre complice d'une injustice qui est liée au manque d'équilibre politique. Et je rappelle quand même qu'il y a une enquête que les Nations Unies ont ouverte pour crimes de guerre, parce que ce que fait aujourd'hui Israël, c'est de l'intimidation qui peut être, contestable sur le plan du droit international. Si je peux me permettre, c'est pas parce que Israël, par ailleurs, commet des exactions que l'on peut tomber si facilement dans la propagande du Hamas. Aujourd'hui, la population palestinienne est otage aussi du Hamas. Ils meurent. C'est Israël qui tue les Palestiniens, c'est pas le Hamas. Bien sûr, mais c'est trop compliqué. On ne va pas résoudre le conflit ce soir. Vous n'êtes pas d'accord et vous reparlerez plus tard. Bonsoir Rokhaya Diallo, bonsoir. Merci. Bonsoir également et merci Raphaël Steinville. 23h23 sur iTélé dans un instant. La grande édition de la nuit avec Alice Darfeuille. Restez bien avec nous. Très belle nuit sur iTélé.